Le 28 février 2026, les médias mondiaux sont sous le choc face à une nouvelle fracassante. Ali Khamenei, le guide suprême de l'Iran, a été éliminé en moins de 30 secondes après l'assaut initial. Environ 30 hauts responsables iraniens ont perdu la vie. Un centre de pouvoir, pourtant l'un des mieux protégés du Moyen-Orient, a été transpercé en seulement quelques instants. Alors, comment Israël et les États-Unis ont-ils accompli cela ? Comment ont-ils pu cibler l'une des figures les plus protégées au monde, en plein cœur de la capitale, Téhéran? Voici le récit de la manière dont cette attaque s'est déroulée, comment le dirigeant iranien a été tué et ce qui s'est passé par la suite. Durant plusieurs mois auparavant, la Central Intelligence Agency et les unités de renseignement d'élite d'Israël ont mené une guerre silencieuse dans l'ombre. Ils ont exploité un réseau de satellites de reconnaissance, intercepté des communications cryptées et utilisé des sources infiltrées profondément au sein du système iranien. Chaque fragment d'information a été assemblé pour former un tableau complet, allant du calendrier des déplacements et des protocoles de sécurité jusqu'aux habitudes de vie de l'ayatollah Ali Khamenei. La percée décisive a eu lieu le 27 février 2026. Lorsque le renseignement américain a détecté une faille rare mais cruciale selon les informations recueillies. Une réunion top secrète devait se tenir le matin du surlendemain dans un complexe situé rue Pasteur. En plein centre de Téhéran, il ne s'agissait pas d'une séance de travail ordinaire. Les hauts commandants militaires, les conseillers à la sécurité ainsi que les figures politiques clés de l'Iran, et tout particulièrement le guide suprême Ali Khamenei, devaient se réunir en un lieu fixe, à un horaire précisément défini. Ce moment précis a déclenché un plan d'opération préparé de longue date, un plan élaboré dans le plus grand secret, calculé méticuleusement et n'attendant que l'occasion idéale pour porter le coup fatal. À 6 heures du matin, le 28 février 2026, Israël a déployé une frappe aérienne de grande envergure dans le cadre de l'opération baptisée Lion's Roar, le rugissement du lion. De son côté, l'armée des États-Unis a nommé sa part de l'engagement opérationnel Opération Epic Fury, la fureur épique, deux appellations distinctes pour une seule et même architecture stratégique, sans attente, sans avertissement, sans laisser à l'adversaire le temps d'organiser une riposte. Environ 200 avions de combat ont reçu l'ordre de décollage, emportant avec eux des missiles à longue portée de haute précision. Il s'agit de l'un des plus importants déploiements de l'histoire de l'armée de l'air israélienne, pour garantir l'autonomie de l'ensemble de la formation. De nombreux avions de ravitaillement en vol ont également été mobilisés. Initialement, le plan avait été conçu sur la base d'une attaque nocturne afin de tirer profit de l'effet de surprise. Cependant, lorsque le renseignement a confirmé que de nombreuses personnalités de haut rang se rassembleraient dans ce complexe ce matin-là, l'heure de l'assaut a été ajustée en conséquence. Selon les analyses, l'exécution d'une attaque au cœur de la capitale de l'Iran n'avait rien de simple. Si vous comprenez la topographie de Téhéran, vous saisissez immédiatement l'ampleur du défi. Il ne s'agit pas d'un quartier résidentiel ordinaire, mais du centre névralgique du gouvernement iranien, là où se trouvent les bureaux de travail quotidiens du guide suprême Ali Khamenei. En théorie, cette zone bénéficie d'une protection presque absolue, encerclée par des forces de sécurité d'élite et de multiples échelons de défense, dans le ciel. Un système de défense anti-aérienne couvre l'ensemble de la ville, incluant les complexes de missiles nationaux bavards, ainsi qu'un réseau de radars de surveillance ultra-moderne. Tout ceci se combine pour former une structure défensive à plusieurs couches, transformant ce secteur en une véritable forteresse au milieu du tissu urbain. C'est pourquoi ceux qui travaillaient là-bas étaient convaincus que ce lieu était quasiment impossible à attaquer directement. Cette protection dense, alliée à une position située profondément au centre de la capitale, créait un sentiment de sécurité presque total. Pourtant, cette confiance même a involontairement engendré une faille stratégique, et une fois cette vulnérabilité clairement identifiée, cette forteresse, supposée imprenable, est devenue une cible d'une valeur exceptionnelle. Dans ce contexte, la mission la plus cruciale consistait à neutraliser la majeure partie des systèmes de défense anti-aérienne de l'Iran. Il s'agissait de l'étape fondamentale pour ouvrir un couloir de sécurité au profit de la force d'assaut massive d'Israël.
si cette couche défensive n'était pas affaiblie dès le commencement. L'intégralité de la formation d'attaque risquait d'être détectée et interceptée à longue distance. Outre le défi de la défense aérienne, le facteur géographique posait également une équation complexe, afin de limiter les risques de confrontation directe et d'éviter une escalade involontaire. Les avions ont été contraints d'effectuer des détours, évitant ainsi de pénétrer trop profondément dans l'espace aérien de pays voisins tels que la Syrie et l'Irak, selon les estimations des experts de la défense. La distance réelle pour atteindre le centre de l'Iran oscillait entre 1500 et 2000 km, et cela ne concernait que le trajet aller. Sur une carte, ce chiffre n'est qu'une simple ligne droite, mais dans la réalité, il impose une série d'exigences techniques rigoureuses, le calcul précis des points de ravitaillement en vol, la synchronisation temporelle de l'ensemble de la formation d'attaque et la coordination de l'itinéraire de vol à travers des zones sensibles comme la Jordanie. La Syrie et l'Irak, sans être détectés prématurément, tous ces éléments ont transformé cette opération. Elle n'était plus une simple frappe militaire, mais un défi stratégique d'une complexité extrême. À 8h du matin le même jour, le renseignement américain détecte la présence de plusieurs hauts dirigeants iraniens dans un bâtiment situé en plein centre de Téhéran. Cette information est rapidement partagée par la Central Intelligence Agency avec la partie israélienne. Immédiatement après, l'ordre opérationnel est donné. La mission est on ne peut plus claire. Aveugler les yeux de l'adversaire, c'est-à-dire le système radar, tout en paralysant sa voix, c'est-à-dire le réseau de commandement et de contrôle, de l'extérieur. Ce bâtiment n'a rien de particulier. Il s'agit simplement d'un immeuble de 6 étages, dont le toit est équipé de panneaux solaires, situé au milieu d'une zone résidentielle dense. Aucun panneau, aucune clôture militaire, aucune tour de guet, mais sa véritable valeur se trouve sous terre. Selon les informations du renseignement, le sous-sol de l'immeuble est relié à un réseau de tunnels souterrains. Servant de voie de circulation et d'évacuation pour les hautes personnalités, ce système leur permet de quitter la zone en seulement quelques minutes en cas de crise. Ce matin-là, des sources locales confirment que les figures clés sont effectivement présentes. Les coordonnées sont immédiatement verrouillées. Un chasseur chargé de la désignation de cible s'approche à l'altitude appropriée, active son pod laser et se verrouille avec précision sur la structure en surface. Sur l'écran, le marqueur de cible brille de manière stable quelques minutes plus tard. Des chasseurs F-15 emportant des armes de guidage de précision sont déployés dans le couloir qui vient d'être ouvert. Et alors, l'attaque Egeschon-Top est déclenchée, sous le bâtiment. La réunion cruciale est sur le point de commencer. Dans la salle de réunion souterraine, les hauts responsables militaires et de la sécurité iranienne sont présents. Parmi eux se trouve Abdolrahim Moussavi, chef d'état-major général des forces armées iraniennes, Ali Shamkhani, président du Conseil supérieur de sécurité nationale, Mohammad Pakpour, commandant des forces terrestres du corps des gardiens de la révolution islamique, ainsi que le ministre de la Défense. Tous sont assis autour d'une table ronde, attendant l'arrivée du guide suprême pour ouvrir officiellement la session, non loin de là. Dans un autre bâtiment, du même complexe, Ali Khamenei se trouve dans son bureau privé, sous la protection stricte d'une équipe de garde du corps postée à l'extérieur, et au moment précis où le dirigeant de 86 ans s'apprête à quitter la pièce pour rejoindre la réunion. Le calme matinal est soudainement brisé. Une explosion assourdissante retentit. Quelques secondes plus tard, une série d'autres explosions s'abat consécutivement sur le complexe, dans le ciel. Une formation de près de 10 F-15 israéliens vient de larguer une salve de bombes sur l'objectif, après s'être détaché de l'avion. Le système de guidage des bombes est immédiatement activé. Les gouvernes corrigent continuellement la trajectoire. Maintenant une chute stable selon les coordonnées verrouillées précédemment. Ce n'est pas une attaque ordinaire. Parmi les armes utilisées figurent des munitions anti-bunkers, conçues pour percer plusieurs couches de béton armé avant d'exploser. Certaines variantes Sraperman similaires à la JB U-28 emportent une tête militaire contenant des centaines de kilogrammes d'explosifs. Utilisant un détonateur à retardement pour ne se déclencher qu'après avoir pénétré profondément dans la structure cible, en parallèle, les bombes de la famille Pforzheimer Mombus Mark 80 sont équipées de kits de guidage de haute précision,
augmentant la probabilité de frapper chaque point désigné. Le fer de lance de l'attaque est constitué de bombes pénétrantes spécialisées, avec une structure optimisée pour la perforation profonde, un capteur de guidage à l'avant, un corps de bombe renforcé pour résister au choc et une charge explosive puissante destinée à créer une pression extrême lors de la détonation à l'intérieur de l'ouvrage. Lorsque ces bombes explosent sous terre, l'effet ne se limite pas à une déflagration de surface, dans le sous-sol de la salle de réunion. Tout se passe en quelques secondes seulement, alors que les personnes présentes n'ont pas encore compris ce qu'il se passe. Les bombes ont déjà traversé le toit et les étages supérieurs, un instant plus tard. Le plafond en béton pesant des dizaines de tonnes s'effondre, dans la zone où se trouve le guide suprême, avant même qu'il ne puisse réaliser la situation. Le plafond colossal s'écroule, l'ensevelissant avant qu'il n'ait le temps de dire son dernier mot ou même de pousser un cri, environ 25 minutes après le décollage des avions. Le complexe central a été frappé en moins de 30 secondes après l'assaut initial. La majeure partie de l'appareil de direction militaire et de sécurité de haut rang de l'Iran présent sur les lieux aurait péri, alors que le soleil se lève sur Téhéran. La première vague de l'attaque préventive menée par les États-Unis et Israël touche à sa fin, en seulement quelques heures. Une structure de pouvoir bâtie sur plusieurs décennies a été touchée dans ses points les plus vitaux. Les yeux du système de défense anti-aérienne ont été aveuglés par les missiles Tomahawk. Le cœur du programme nucléaire a été frappé par les bombardiers furtifs B de Spirit. Et le bras de la force balistique a été tranché par les escadrons de F-15 en provenance des porte-avions. À la fin de cette journée, le président américain Donald Trump écrit sur les réseaux sociaux que Khamenei a été éliminé le 1er mars 2026, quelques heures seulement après cette déclaration. La télévision d'État iranienne confirme officiellement son décès vers 5 heures du matin, heure locale, aux côtés de plusieurs membres de sa famille. Suite à cet événement, le gouvernement iranien proclame 40 jours de deuil national et 7 jours de congés nationaux, immédiatement après l'attaque. De nombreux analystes militaires commencent à s'interroger sur le système de protection dédié au guide suprême. Selon les premières évaluations, l'Iran aurait commis une erreur monumentale dans le choix du lieu de refuge de Khamenei. Des sources indiquent qu'il se trouvait dans une installation souterraine, mais dont la profondeur était insuffisante. Cela a permis aux bombes anti-bunkers de traverser les couches de terre et de béton armé, entraînant l'effondrement de toute la structure inférieure. Les révélations ultérieures des services de renseignement montrent une faille tactique. Khamenei ne se trouvait pas dans l'abri de sécurité maximale. Le plus profond du complexe, ces emplacements sont spécifiquement conçus pour résister aux bombes pénétrantes conventionnelles, et leur destruction nécessite l'usage de munitions lourdes spéciales de l'arsenal américain, s'il avait été déplacé vers l'un de ces abris ultra profonds. L'issue de l'attaque aurait pu être différente. Une autre question suscite tout autant d'intérêt. Pourquoi le système de défense anti-aérienne de l'Iran n'a-t-il pratiquement pas pu réagir ? La réponse courte réside dans l'écart technologique opérationnel. L'armée américaine opère à un niveau technologique totalement différent, en combinant guerre électronique, cyberopération et surveillance spatiale. La coalition a pu injecter de fausses données directement dans le système radar iranien, sur les écrans des opérateurs. Des signaux fantômes apparaissaient et disparaissaient continuellement, rendant le tableau tactique chaotique. Dans cet état, les systèmes de défense principaux comme le Bavar national ou les complexes fournis par la Russie ont été saturés par une multitude de cibles impossibles à distinguer. Cependant, le brouillage radar n'était que la première étape. Pour forcer les unités de défense à révéler leur position, les États-Unis ont déployé un piège plus sophistiqué, des centaines de leurres miniatures lancées par air, les MAL, D miniatures. Air Launched Decoy Prelap. Ces dispositifs compacts sont programmés pour imiter la signature radar de véritables avions de chasse. Sur les écrans, ils ressemblent à des escadrons de F-15 et F-16 fonçant vers la capitale, pour les unités de défense. La réaction est impérative. Dès que les radars verrouillent une cible et commencent à émettre pour le guidage des missiles,
Leur position est immédiatement exposée à cet instant précis. Les chasseurs furtifs de 5e génération, incluant les F-35 américains et israéliens, et possiblement des F-22 Raptor, pénètrent dans l'espace aérien à haute altitude, avec leur surface équivalente radar extrêmement faible. Ils n'apparaissent quasiment pas sur les écrans iraniens déjà brouillés. En peu de temps, les stations radar et les centres de commandement de la défense sont neutralisés. Le réseau défensif iranien n'est pas seulement réprimé, il est, durant un court instant, presque totalement démantelé. C'est ce vide défensif qui a permis l'attaque suivante, incluant le raid ayant mené à la mort d'Ali Khamenei. Pourtant, l'Iran possède encore un arsenal colossal et une capacité de représailles considérable. Quelques heures seulement après l'annonce du décès du guide suprême, Itqatan, l'Iran déclare le lancement de l'opération de vengeance nommée Promesse Sincère 4. Une vague de missiles balistiques et de drones est lancée vers les bases militaires américaines et les cibles liées dans la région. Des conséquences apparaissent rapidement dans une base aérienne aux Émirats arabes unis, où une personne est tuée par des débris, à Bahreïn. Le quartier général de la 5e flotte de la marine américaine devient la cible directe de frappes de missiles. Le Qatar est contraint d'activer ses systèmes de défense et de fermer son espace aérien face à l'escalade. Pendant ce temps, les sirènes retentissent dans tout Israël, de Tel Aviv à Jérusalem. Les systèmes de défense multicouches, du dôme de fer à la fronde de David jusqu'au système Arrow, ouvrent le feu continuellement, mais au-delà des représailles militaires. Le plus grand choc pour Téhéran est d'ordre politique et stratégique. La mort d'Ali Khamenei n'est pas seulement la perte d'un individu. Elle crée un vide de pouvoir sans précédent dans le système politique iranien depuis plus de 3 décennies. Durant des années, le guide suprême n'était pas seulement le chef religieux, mais aussi l'autorité ultime contrôlant le corps des gardiens de la révolution islamique et l'ensemble de l'appareil de sécurité nationale. Son élimination lors d'une frappe de précision en plein cœur de Téhéran envoie un message glacial. Même le centre de pouvoir le mieux protégé de l'Iran n'est plus invulnérable. C'est pourquoi, pour de nombreux analystes, cette attaque n'est pas seulement une opération d'assassinat, mais un coup direct porté à la structure même du pouvoir de toute une nation.